Bonjour à tous, il est temps pour votre ration de rhum régulière du mercredi. Et aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Narvik, mais pas seulement une, pas seulement deux, mais trois batailles de Narvik. Et puisqu'il a travaillé très intensivement sur la campagne norvégienne et les destroyers de classe tribale en particulier, qui forment un point central pour au moins une de ces batailles, j'ai pensé que nous ferions mieux d'impliquer Drachinifel parce que si je ne le faisais pas, il ne me pardonnerait probablement jamais. Ça n'aurait pas été si grave. Je me serais juste vengé d'une manière très distincte, ce qui me fait peut-être encore plus peur. Quoi qu'il en soit, entrons dans l'histoire. Narvik est une très vieille ville qui remonte bien avant l'ère des Vikings, jusqu'à l'âge du bronze apparemment. Mais elle s'est transformée en un port relativement petit, mais important sur la côte norvégienne dans les années 1870, grâce à sa sortie sans glace pour l'exploitation minière du fer suédois. Elle a néanmoins connu une existence relativement paisible depuis lors, même pendant la Première Guerre mondiale. Mais tout cela allait changer en 1940, lorsqu'une série de trois importantes batailles navales aurait lieu en son sein et autour d'elle au cours d'un seul mois, celui d'avril. En fait, pratiquement en l'espace d'une seule semaine, tout cela à la suite de l'invasion allemande de la Norvège. Vous voyez, le 9 avril, une puissante flottille s'approchait. Il y avait 10 destroyers allemands, composant la plupart des grands destroyers modernes et commissionnés restants de la Kriegsmarine, car il y avait déjà eu des pertes de guerre. Il s'agissait du Georg Thiel, Wolfgang Zenker, Bernd von Arnim, Erich Gies, Erich Kollner, Dieter von Röder, Hans Ludemann, Hermann Kampner, Wilhelm Heidkamp et Anton Schmidt. Ceux d'entre vous qui parlent allemand, veuillez noter sur 10 dans les commentaires ci-dessous, et ils étaient tous sous le commandement global du commodore Frederick Bunter à bord du Wilhelm Heidkamp, et nous nous référerons principalement à chacun de ces destroyers par leur nom de famille à l'avenir, bien que je leur donnerai occasionnellement leur nom complet là où c'est approprié. Maintenant, leur mission principale était de livrer les troupes qu'ils transportaient, environ 200 chacun, au port plutôt que de s'impliquer dans un combat de surface prolongé, du moins à l'aller. Plus tôt ce mois-là, cependant, les navires de défense côtière Norge et Eidsvold étaient arrivés, accompagnés de deux petits sous-marins, B-1 et B-3, du navire d'assistance aux sous-marins Lingen, et de deux navires auxiliaires, Michael Sars et Kelt, tous sous le commandement du capitaine de commando Per Hashim. Il y avait déjà un autre navire de patrouille sur place. Tous ces navires avaient cependant été repérés par un certain R. Voussov, le vice-consul allemand présent à Narvik, qui avait fidèlement rapporté tout à Berlin. Et malheureusement pour Hashim, son supérieur direct avait choisi cette semaine pour partir en vacances, et donc Hashim s'est retrouvé soudainement en charge de la défense de toute la zone, pas seulement du port de Narvik lui-même, ce qui signifie que les navires norvégiens n'ont pas eu autant de chances d'établir des plans de défense précis ou d'évaluer la situation actuelle du port et de la zone environnante comme ils l'auraient souhaité. Et donc, aux premières heures du matin du 9, les destroyers allemands ont commencé leur approche finale de Narvik, rencontrant les deux auxiliaires précédemment mentionnés et le troisième navire de patrouille, le Senja, en chemin. Les Norvégiens étaient passés en alerte maximale la veille en raison de rapports sur des efforts de pose de mines britanniques à proximité et étaient toujours en état de préparation immédiate. Mais devant les destroyers, le pétrolier allemand Jan Vellum avait pénétré dans le port l'après-midi précédent en tant que navire civil. Il ne transportait ni armes ni troupes, mais était entièrement chargé d'huile et de provisions, ostensiblement à destination de l'Allemagne, mais en réalité se prépositionnant comme un navire de ravitaillement pour les navires de guerre allemands entrants. Michael Sars et Kelt étaient en patrouille et ont repéré 9 destroyers allemands qui arrivaient. L'Erich Gieser avait rencontré des problèmes de moteur et était un peu en retard. Kelt a réussi à lancer un avertissement alors que les deux navires de patrouille se mettaient à l'abri car ensemble ils avaient moins de puissance de feu que la batterie anti-aérienne sur un seul destroyer allemand, ce qui, combiné aux signaux qu'ils avaient commencé à recevoir juste après minuit, parlait de nombreuses incursions navales en direction des ports norvégiens. Et des instructions pour répondre à toute attaque avec force indiquaient plutôt que quelque chose de mauvais allait se passer. Enfin, à 0,80, au milieu de la confrontation, un signal est venu de l'amirauté norvégienne. Ne tirez pas sur les navires britanniques, tirez sur les Allemands, car à ce stade, il était devenu clair qui était l'envahisseur. Avec les navires de patrouille contournés, la prochaine ligne de défense était Leidswald, car Neusch était plus loin dans le port,
de sorte que Aschheim pouvait maintenir une ligne ouverte avec l'amirauté norvégienne via une liaison terrestre directe et recevoir d'autres mises à jour. 6 des destroyers ont interrompu leur course dans le fjord pour sécuriser les forts et les bases militaires, laissant 3, Heidkamp, Thiele et Arnhem pour affronter la première unité de surface norvégienne. À bord de l'Eidsvald et du Norge, la situation était quelque peu confuse. Le Senja, l'autre navire de patrouille, avait navigué dans une école de neige, passant le trio allemand entrant sans réellement les voir, puis, dans un cas d'identité erronée, a signalé l'un des destroyers allemands qui débarquait des troupes plus loin dans le fjord comme un croiseur britannique. Cela a été quelque peu un soulagement pour les Norvégiens, car avec l'arrivée de navires allemands avec une intention hostile, l'apparition d'un croiseur britannique serait un atout puissant pour eux pour coopérer contre la Kriegsmarine, mais un signal de suivi qui a corrigé l'observation à une paire de destroyers allemands ne semble pas avoir atteint le navire amiral norvégien. À 0430, la Norge avait largué ses lignes téléphoniques et pris sa propre position défensive. Bien qu'ayant 40 ans à ce stade, il disposait de 6 pouces d'armure de ceinture, d'une demi-douzaine de canons de 6 pouces et d'une paire de canons de 210 mm ou un peu plus de 8 pouces comme son navire jumeau, ainsi que de nombreuses armes anti-surface et anti-aériennes plus petites. Les navires de défense côtière auraient donc en théorie dû être capables de donner aux 3 grands destroyers une lutte assez décente, surtout dans les eaux confinées où la vitesse supérieure des navires allemands, qui à ce stade fonctionnait presque à vide de toute façon, serait nettement moins un problème. Malheureusement pour les Norvégiens, des vents de force de tempête et des plaques de neige et de grésil épais réduisaient considérablement la visibilité, et avec elles tout avantage de portée que les 2 navires auraient pu avoir autrement. Et avec la visibilité réduite, leur capacité à se soutenir mutuellement a également disparu. Cela était déjà devenu évident car, avec moins d'informations en main que Norge, Eidsvold avait déjà rencontré les Allemands, les destroyers apparaissant hors d'un mur de neige à seulement quelques centaines de mètres de distance. Au lieu d'ouvrir le feu immédiatement, Eidsvold a pointé ses canons sur les intrus et leur a ordonné de s'arrêter, un coup de semonce, atterrissant ensuite dans le sillage de Heidkamp lorsque le message de la lampe de signalisation n'a obtenu aucune réponse. Les navires allemands ont dûment ralenti et envoyé quelques hommes dans un bateau qui, lorsqu'ils ont été escortés jusqu'au pont de Eidsvold, ont déclaré quelque chose du genre « Félicitations, vous êtes défendus contre les Britanniques. Veuillez ne pas résister ». Ces nouveaux amis ont également exigé que le navire se rende, arrête ses moteurs et désactive tous ses canons. Le capitaine de l'Eidsvold a déclaré qu'il devrait vérifier avec Askim à bord du Norge, mais l'officier allemand a refusé d'attendre et est retourné à son navire à la place, qui avait gardé ses canons prêts à l'avant et à l'arrière, mais avait également discrètement dirigé ses torpilles sur le navire norvégien. Le capitaine Willoch de l'Eidsvold a contacté Askim par radio et il a rapidement reçu un ordre laconique d'ouvrir le feu. Mais tragiquement, au lieu de simplement suivre cet ordre, Willoch est d'abord allé dire à l'officier allemand, dont le bateau était justement en train de larguer les amarres, qu'il allait se battre, ce qui a permis au Korvetten-Kapitän Gerlach, l'officier en question, de tirer une fusée rouge de son petit bateau, qui était le signal préétabli indiquant que les Norvégiens avaient décidé de se battre, et ainsi les destroyers allemands savaient ce qui allait se passer avant la plupart de l'équipage de l'Eidsvold. Une fois de retour sur le pont, Willoch a ordonné de mettre le navire à pleine puissance et s'est dirigé vers le destroyer le plus proche. Les Allemands eux-mêmes avaient ordre de ne pas tirer les premiers, car ils espéraient que l'occupation pourrait se faire pacifiquement. Mais comme les actions d'Eidsvold semblaient hostiles, assez rapidement 4 torpilles étaient à l'eau depuis le camp de Ide. Pourquoi Eidsvold n'a pas ouvert le feu dans les 2 minutes entre l'accélération et l'impact des torpilles restera à jamais flou. La portée était à bout portant et ses nombreuses batteries de canons avaient déjà les Allemands complètement à leur merci. Ils auraient pu tirer 2 à 3 salves des canons principaux et une demi-douzaine des canons secondaires, mais finalement l'ordre de tirer semble avoir été donné selon les survivants. Environ au même moment où 2 ou peut-être 3 des torpilles du destroyer allemand se sont écrasées sur son flanc. Maintenant, Eidsvold aurait pu avoir assez d'armure pour tenir dans un combat de canon avec les destroyers allemands pendant un moment, mais son modèle du début du siècle signifiait que sa protection contre les torpilles était pratiquement inexistante, et les magasins avant ont promptement détonné, suivis peu après par les chaudières ou les magasins arrière, et en quelques instants, tout ce qui restait du navire était de la fumée à la dérive, et une partie de la poupe glissant sous les vagues, emportant 177 hommes avec elle, ne laissant que 8 survivants.
Et la chose est que la question de savoir pourquoi elle n'a pas tiré est en fait quelque chose qui revient assez souvent comme un débat. Mais il y avait deux mouvements assez forts au sein de l'armée norvégienne qui atténueraient. Et je pense que mon intention et mon point de vue est que la marine est plus touchée que l'une que l'autre. Il y a souvent un point de vue qui est avancé. Il y avait beaucoup de sympathisants nazis, mais ce n'était pas vraiment aussi fort au sein de l'armée norvégienne, comme cela aurait pu être le cas. Il y en a quelques-uns dans l'armée, mais ils sont très rares et éloignés, et très bruyants par la suite à cause de ce qui se passe. Mais ils ne sont pas vraiment une force majeure dans l'affaire. Mais il y a une histoire assez forte de neutralité, et leur pensée est qu'ils peuvent les forcer à reculer en agissant de manière agressive. Ils les forceront à reculer, que les Allemands ne veulent pas les combattre, qu'ils ne veulent pas de ce combat supplémentaire, qu'ils réussiront à les repousser, qu'en ayant l'air effrayant, grand et méchant, cela fonctionnera. Le problème, c'est que les Allemands ont en quelque sorte tiré les leçons de ce que les Britanniques avaient fait lors de l'incident de l'Altmark, où les Britanniques étaient simplement passés devant les Norvégiens et dans une certaine mesure les avaient ignorés, allant directement dans le fjord et disant « Oui, nous sommes désolés, mais nous allons le faire quand même ». Et les Norvégiens n'avaient rien fait. Dans ce scénario, il a toutes ses armes. Il aurait pu causer de sérieux dégâts sur les destroyers allemands, soyons honnêtes. S'ils avaient été touchés par un obus de 8 pouces à cette distance, il ne resterait pas grand-chose de ces destroyers. Même avec un obus de 8 pouces de cet âge, les obus de 6 pouces auraient fait assez de dégâts. Donc les chances sont oui, il l'aurait coulé, mais il y aurait eu 3 destroyers au fond. Et c'est une question intéressante pour ce qui se passe ensuite. Parce que si les 3 destroyers avaient été coulés là, est-ce qu'ils auraient continué l'opération? Ils viennent de perdre 3 destroyers, ils viennent de perdre 30% de leur force. Qu'est-ce que cela signifie pour le reste de l'opération? Et c'est entièrement parce que, vous savez, il ne veut pas commencer une guerre. Et cela aurait été le navire amiral. Donc, cela aurait été l'officier commandant à la fois des troupes et de la flottille de destroyers elle-même. Parce que comme nous allons voir, les personnes qui ont repris le flambeau pour le Commodore Bonté plus tard n'étaient peut-être pas les mieux qualifiées. Donc oui, donc ça c'est la fin de la faute d'Ade. Mais à l'embouchure du port de Narvik lui-même, Norge avait en fait repéré un couple de destroyers allemands à longue portée, mais c'était dans un intervalle entre les écoles de neige, et la neige s'était refermée avant qu'ils ne puissent réellement faire quoi que ce soit. Entre-temps, après cela, ils ont entendu la conversation avec Eidsvold, puis le bruit d'une énorme double explosion qui a marqué la fin du navire, et cela signifiait que Norge était prêt à combattre dès que quelque chose apparaissait, mais la visibilité était absolument abominable. Moins d'1 mile séparait Eidsvold de Norge, et pourtant absolument rien n'avait été vu de la fin de son navire jumeau. Pas même le scintillement de la lumière des flammes de l'explosion, juste le bruit roulant des explosions elles-mêmes. La neige s'est maintenant légèrement levée, et il s'est avéré que 2 des destroyers allemands étaient déjà amarrés et débarquaient des troupes ayant complètement manqué et contourné le Norge dans la neige battante alors qu'ils passaient par l'entrée du port. Norge a immédiatement ouvert le feu, mais malgré la portée presque à bout portant, la plupart des obus sont passés un peu trop loin, car même à moins d'un demi-mile, les navires allemands pouvaient à peine être vus. Les navires allemands eux-mêmes ont riposté avec une précision presque égale, mais la portée était suffisamment courte pour que des rafales de balles de mitrailleuses éclaboussent la superstructure de Norge, probablement plus poussée par le vent que par une visée particulière sur le pont. Bernd von Arnim a également commencé à tirer des salves partielles de torpilles, mais malgré le fait que Norge était immobile, toutes, sauf la dernière paire, ont manqué leur cible. Malheureusement, les 2 dernières ont touché, une au milieu des navires et une à l'arrière, et dans une répétition quasi identique de Eidsfeld, les magasins du navire ont de nouveau explosé, emportant 105 hommes au fond. Cette fois, 96 personnes ont été sauvées, en partie grâce aux nombreux bateaux qui ont été presque immédiatement lancés depuis les navires marchands à proximité et à leur crédit par l'équipage de l'Arnim lui-même. Au lever du soleil, du moins autant que quiconque pouvait le déterminer, le geyser est finalement arrivé, et les 3 navires de patrouille ont été informés de la destruction des 2 plus grands navires et par la suite ordonnés de retourner au port sous les canons allemands. Avec peu d'autres options disponibles pour eux, ils ont dû se conformer.
Les destroyers allemands, avec leurs troupes à terre, ont maintenant décidé de se ravitailler à partir du Jan Bellum. Il y avait juste assez de carburant pour remplir les soutes de tous les 10 destroyers à bord, mais c'était tout. Toute opération supplémentaire réduirait les réserves de carburant des destroyers, ce qui signifiait qu'ils ne pourraient jamais retourner en Allemagne sans un autre pétrolier, à moins qu'ils ne partent presque immédiatement ou qu'ils s'arrêtent ailleurs le long de la côte. Les Allemands avaient pensé à cela et 2 autres pétroliers avaient été envoyés derrière la force d'invasion. Mais le Kattegat, qui se dirigeait vers Narvik, lui-même serait arrêté et par la suite coulé par le navire norvégien Nordkapp, plus tard le 9, tandis que le Skagerrak, qui se dirigeait vers Trondheim, mais en théorie transportait assez de carburant pour aider également la force de Narvik, finirait par être intercepté par le Her Majesty's Ship Suffolk quelques jours plus tard, alors qu'il était encore en mer. L'autre problème était qu'avec un seul navire, un maximum de 2 destroyers pouvaient être ravitaillés à la fois, et avec des pompes assez faibles, cela prenait du temps. Ainsi, au lieu de rentrer chez eux le soir même, comme prévu, la force de la Kriegsmarine se retrouvait encore en train de ravitailler le lendemain, le 10e, certains des navires n'ayant toujours pas eu l'occasion de s'occuper de leurs réservoirs de carburant pratiquement vides. Heidkamp, Arnhem et Thiel avaient des réservoirs pleins, mais tous les autres étaient soit partiellement remplis, soit toujours en attente. 3 sous-marins avaient fait leur apparition dans les environs pour aider à la défense, mais avec le séjour plus long que prévu, 6 autres ont été ordonnés de se rendre à Narvik à toute vitesse. Épuisé et avec le temps qui restait abominable, le Commodore Bond a ordonné à un destroyer d'assurer le service de piquet pour soutenir les sous-marins pendant la nuit. C'était la fin de la première bataille de Narvik, mais ce n'était pas la fin de la situation entière, car les Britanniques avaient passé les derniers jours à essayer de trouver et d'engager les Allemands, principalement sans succès, mais ils avaient maintenant une opportunité, puisqu'ils pouvaient pour une fois dire avec certitude exactement où se trouvait une grande force de la Kriegsmarine, bien qu'ils ne savaient pas exactement combien de navires étaient présents. Et ainsi, l'amirauté a ordonné au capitaine Bernard Warburton Lee de prendre des forces à Narvik et de détruire tous les navires de guerre allemands qu'il y trouverait dans le but de le capturer des Allemands. Maintenant que l'Allemagne et la Norvège étaient officiellement en guerre et que les navires de la Royal Navy seraient accueillis par les Norvégiens. Alors qu'il avait immédiatement à sa disposition 8 destroyers, 4 d'entre eux, l'Esk, l'Ivano, l'Icarus et le Greyhound, constituaient une force de pose de mine et n'avaient ni torpilles ni canon arrière, à part le Greyhound qui opérait en soutien des 3 autres, et donc il emmènerait le Hardy, le Hotspur, le Hunter et le Havoc vers Narvik. Le croiseur léger Penelope était trop éloigné pour se joindre à eux à temps, mais le Her Majesty's Ship Hostile est apparu au hasard et a décidé d'aider, ayant d'abord trouvé le croiseur de bataille Her Majesty's Ship Ripples et son escorte avant que Ripples n'ait gentiment indiqué sa direction à Warburton Lee. Et l'une des choses intéressantes avec ce scénario, c'est que Warburton Lee reçoit les ordres et il y a 2 autres capitaines qui se déplacent avec des flottilles de destroyers, car il y a à la fois la 4e et la 6e flottille de destroyers, à l'origine les 1ère et 2e flottilles tribales dans la zone en opération. Vous avez envoyé les navires de classe H pour faire la reconnaissance et après ils sont en quelque sorte en train de passer et il s'avère que l'amirauté avait été en gros, tellement inquiets d'une attaque aérienne qu'ils estimaient que les tribus devraient être concentrées avec les principaux actifs pour les protéger, car ils étaient les meilleurs en défense aérienne. Au lieu d'utiliser ces destroyers particuliers pour la reconnaissance, ce pourquoi ils ont été construits, car une partie de leur devoir faisait partie de la ligne AAK qui était censée être la position de reconnaissance de la Royal Navy, ils utilisaient la classe H qui pouvait le faire, mais soyons honnêtes, si vous aviez le choix entre entrer dans un fjord où vous risqueriez de vous retrouver en combat rapproché avec des destroyers ennemis, Drac, lequel préféreriez-vous? Une classe H ou Her Majesty's Ship Eskimo? Eh bien, Eskimo a le double de canon. Ouais, ça aide. Donc nous avons Warburton Lee et ses 5 destroyers et ils ont commencé à se diriger vers le fjord de Vesta, comme on appelle le grand fjord où se trouve Narvik, et ils ont trouvé des pilotes locaux près de l'entrée et à ce moment-là, ils ont été informés de quelque chose approchant la taille de la véritable force allemande, bien que les pilotes n'aient vu que 6 navires et donc ils ont dit qu'il y avait 6 destroyers.
Au lieu de ce que Warburton avait initialement pensé, qui était un ou deux, ils ont également mentionné que les destroyers allemands étaient individuellement beaucoup plus grands que le déplacement standard de moins de 1500 tonnes, classe H. Mais néanmoins, après quelques délibérations et ayant reçu l'ordre direct d'attaquer, Warburton Lee a décidé de continuer, informant l'amirauté alors que les navires remontaient le fjord de la nouvelle opposition probablement révisée. Le vice-amiral Whitworth était à bord du Her Majesty's Ship Renown, et il n'était pas le plus heureux de la situation. Il voulait en fait que Warburton Lee attende quelques heures, pendant qu'il ordonnait à Penelope, avec 3 de la classe Tribal et un destroyer de classe K, d'aller aider, cela étant le Punjabi, Bedouin, Esquimau et Kimberley avec Renown et ses propres escortes venant de l'ouest, si le temps pouvait être épargné. Mais à la fin, il a décidé de ne pas ordonner à Warburton Lee d'attendre, ce qui était une décision qu'il regretterait plus tard et exprimerait ce regret par écrit. Les 5 destroyers, lorsqu'ils se dirigeaient vers l'intérieur, ont été repérés par le U-51, mais comme ils se dirigeaient vers le sud-ouest, à ce moment-là dans le cadre de zigzags anti-sous-marins, cela a donné à Bonta l'impression que les destroyers de feu n'étaient qu'un groupe de patrouilles se dirigeant dans une autre direction aléatoire. En fait, peu de temps après que le U-51 a rompu le contact, les navires ont fait demi-tour dans des tempêtes de neige et avec leurs lignes légèrement décalées vers tribord, permettant à tous les canons avant du navire d'ouvrir le feu au cas où quelque chose apparaîtrait devant eux à courte portée, ils se sont dirigés vers leur destination. Ils ont cependant été contraints d'utiliser une combinaison de navigation à l'estime et d'asdic, que nous connaissons maintenant sous le nom de sonar, pour progresser lentement dans le fjord parce qu'ils ne pouvaient rien voir, et en effet le seul signe qu'ils avaient qu'ils étaient dans le fjord était le fait qu'ils n'avaient pas manqué de mer dans l'obscurité. Un ferry aléatoire a surgi de la neige, forçant l'hostile à quitter sa position pour éviter une collision, perdant ainsi le contact et forçant l'hostile à faire son propre chemin dans le chenal. Au milieu de tout cela, un autre signal est arrivé suggérant que Eidsvold et Norge pourraient être entre les mains des Allemands, mais cela ne semblait pas ébranler Warburton Lee de sa trajectoire, et à 2h30 du matin du 10e, moins de 24 heures après l'assaut allemand, les navires britanniques avaient franchi la partie la plus étroite du fjord et accéléraient pour atteindre la vitesse d'attaque. Cependant, la visibilité était toujours absolument abominable. U-25 et U-46 avaient été stationnés de part et d'autre des étroits qui ne faisaient guère plus de 3 km de large au mieux, et ils n'ont rien vu alors que la flottille passait presque trop près pour que même leurs torpilles puissent s'armer. Le Dieter von Röder avait relevé l'Anton Schmidt de sa mission de patrouille pendant la nuit, mais vers 20 heures passées 4 heures du matin, le soleil s'est levé, et croyant que ses ordres étaient de patrouiller jusqu'au lever du soleil, le capitaine de corvette Olthoff a ramené son navire au port. Pendant ce temps, le Her Majesty's Ship Hostile avait réussi à rattraper le reste des navires britanniques, et 10 minutes après que le Röder avait repris son chemin à travers l'entrée du port, les navires de Warburton Lee faisaient exactement la même chose avec une visibilité de moins d'un demi-mile. Les officiers britanniques scrutaient les contours flous des nombreux cargos dans un effort pour repérer s'il y avait des navires de la Marina de Creeks présents. Un destroyer a été repéré entre 2 cargos et le Her Majesty's Ship Hardy, le navire amiral, a promptement tiré 3 torpilles et s'est éloigné à grande vitesse. 2 autres destroyers sont apparus et le lance-torpille arrière a envoyé 4 autres torpilles à portée avant que les navires de la Royal Navy n'ouvrent le feu avec leurs canons principaux. À bord des navires allemands, les alarmes retentissaient alors que les bruits de tir résonnaient à travers le port, mais pour le navire amiral, il était déjà trop tard. Une torpille a touché l'un des cargos à proximité, mais la suivante a frappé le camp de cache à la poupe, et pour la 3e fois en moins de 24 heures, un magasin de navires a explosé, les 3 tourelles arrière volant dans les airs dans une sorte de fleur-de-lis pyrotechnique, et la moitié arrière du navire a pratiquement cessé d'exister, avec 80 membres de l'équipage, y compris le Commodore Bronte. Ce qui restait du camp de cache à l'honneur de l'équipage, était très rapidement attaché à l'autre cargo à proximité afin d'éviter de sombrer dans les eaux plutôt glaciales du fjord. Le prochain navire en ligne était le Her Majesty's Ship Hunter, qui a tiré toutes ses torpilles sur un destroyer ancré et plusieurs marchands à proximité. Plusieurs des marchands ont été touchés, et le destroyer, l'Anton Schmidt, a été touché au milieu par des obus et des torpilles, le navire commençant à pencher fortement et à s'installer par l'arrière.
Avec Hardy posant un écran de fumée et toute la fumée des canons tirant, la visibilité s'était encore détériorée, si cela était effectivement possible, et donc le Her Majesty's Ship Havoc a dû se contenter d'un bref échange de tirs avec le Hermann Körner avant de tomber sur le Schmidt et de lui mettre une autre torpille pour faire bonne mesure, brisant le navire en deux et l'envoyant aussi au fond. Le Dieter von Röder était juste en train de laisser tomber les ancres, ayant repris sa patrouille, quand tout a éclaté derrière eux. N'ayant que des éclairs dans le merc à viser, une brève rafale de tir a été envoyée à distance, mais cela a été interrompu lorsque la neige est revenue et même les éclairs des canons ont disparu. Agissant sur un éclair d'inspiration, le capitaine Altdorf a ordonné à la place que les 8 tubes de torpilles du navire soient tirés dans la direction d'où ils venaient, et sans aucun avertissement, les torpilles sont apparues peu de temps après, se dirigeant droit vers les destroyers britanniques. Mais heureusement pour eux, ils naviguaient relativement haut sur l'eau car ils avaient utilisé la plupart de leur propre carburant et les eaux du port étaient un peu plus fraîches que les profondeurs salées de l'océan, ce qui signifiait à son tour que les torpilles avaient tendance à aller un peu plus profondément. Et donc, ce qui aurait pu être un barrage de moteurs de combat a simplement passé inoffensivement sous les navires de Warburton Lee. Hermann Koener s'est libéré du pétrolier et s'est dirigé vers le combat pour se retrouver presque à portée de main de l'Anton Schmidt quand il a été coupé en deux. Les ondes de choc de l'explosion ont paralysé les moteurs de Koener, le laissant dériver vers l'épave du Schmidt. Et alors que les Britanniques sortaient du port pour la première fois, une brève accalmie a permis à l'Uroda et à Hans Ludermann de tirer sur le Havoc, mais l'artillerie du Havoc s'est avérée supérieure, paralysant Hans Ludermann avec 2 coups violents et envoyant le navire déraper hors de contrôle hors du combat. Des torpilles égarées des 2 côtés frappaient maintenant les murs du port et les flancs abrupts du fjord, amplifiés par les énormes falaises pour ressembler à la fin des jours, et provoquant certains des canons anti-aériens à tirer sauvagement dans le ciel, car ils pensaient que les explosions roulantes signifiaient qu'une attaque de bombardement était en cours, ce qui ajoutait au vacarme. Hotspur et Hostile étaient repartis à la recherche de batteries côtières qui avaient été signalées, mais ne trouvant rien, ils se dirigèrent vers les explosions à temps pour trouver les 3 autres destroyers sortant du port. Ils ont tiré des torpilles dans le port, posé de la fumée, puis Hostile a décidé de faire un saut de toute façon pour tirer rapidement sur le Rürder, paralysant le navire allemand avec 5 coups qui ont mis le navire en feu et détruit son contrôle de gouvernail, 2 salles de chaudière et détruit une des principales tourelles de canon. C'était en somme une visite très amicale de la force de destroyers britannique. C'est exactement ce à quoi on s'attendrait de leur part. Ils se présentent, ils offrent aux gens une belle cargaison de scones et de confitures, et où est-ce des torpilles et des obus? Je ne suis jamais tout à fait sûr, mais à ce stade, ils se débrouillent vraiment très bien, et c'est le point qui est souvent oublié lorsque nous parlons des batailles de Narvik. Nous parlons beaucoup de la 2e bataille. Maintenant, la 2e bataille britannique de Narvik. 3e au total, parce qu'il y a cette belle chose appelée guerre là-bas, et il y a ces destructeurs tribaux et toutes ces choses, mais même dans ce scénario, les destructeurs qui ne sont pas censés vraiment faire ce travail, ou s'ils font ce travail, sont censés le faire en conjonction avec un beau destructeur tribal assis là pour aller, si tu veux te battre avec mes amis, je te battrai d'abord. Ils se débrouillent très très bien, et c'est parce que, comme j'essaye souvent de le souligner, à propos de la force de destroyer de la Royal Navy, elle est un peu unique parmi les Marines en ce que la force de destroyer se considère comme une élite. Les tribaux se considèrent comme une élite au sein d'une élite. Donc je ne suis pas sûr de comment vous pouvez expliquer cela dans le monde moderne. En termes de probablement la différence entre, je sais, les bérets verts et la force Delta ou quelque chose comme ça, mais la force de destroyer se considèrent comme une élite, donc ils font toutes sortes de pratiques de tirs supplémentaires, ils font toutes sortes de travaux supplémentaires, et au-delà, donc quand vous êtes assis là en disant qu'ils font mieux dans l'artillerie, joyeux malgré le fait qu'ils aient des canons légèrement plus petits, ils ont légèrement moins de canons, donc vraiment, vous vous attendriez à ce qu'ils s'en sortent bien. Ils les utilisent probablement beaucoup plus précisément. Ils tirent probablement beaucoup plus vite, et ces équipages ils sont probablement formés jusqu'à la fin de leur vie pour s'assurer qu'ils font cela correctement. Oui, ils ont dit que les Allemands ne s'y attendaient certainement pas, mais même quand c'était un 2 contre 1 avec les navires allemands ayant plus de canons par navire à ce stade, la classe H s'en sortait mieux. Et donc, à mesure que la lumière grandissait, ou devrions-nous dire dans les conditions météorologiques
La neige devenait légèrement plus blanche vers 5h30 du matin. Warburton Lee a fait le point. Il a conclu qu'ils avaient engagé 4 ou peut-être 5 navires allemands, ce qui, selon ses calculs, en laissait 1 ou 2 ailleurs, puisque les rapports qu'ils avaient entendus plus tôt suggéraient que 6 navires, pas 10, étaient présents. Et il lui restait encore 18 torpilles dans sa flottille, bien qu'il en ait déjà tiré 24. En fait, bien sûr, il y avait 5 destroyers allemands à l'extérieur du port dispersés le long du fjord et le Ludermann avait réussi à envoyer un signal qui les alertait de l'attaque. Ignorant cela, les navires britanniques ont effectué une autre balayage à travers le port, mais n'ont trouvé que peu de choses qu'ils n'avaient pas déjà abattues. Ludermann a lancé 4 autres torpilles, mais celles-ci ont également plongé profondément. Warburton Lee se demandait s'il devait envoyer des équipes à terre pour affronter les troupes allemandes lorsque 3 autres destroyers ont été repérés descendant le fjord vers eux. Il s'agissait de Wolfgang Zenker, Erich Gies et Erich Köllner. Avec une visibilité enfin améliorée, le Her Majesty's Ship Hardy a ouvert le feu avec toutes ses armes à un peu plus de 7000 yards et a reçu en retour un barrage dévastateur. Les navires allemands, dirigés par un capitaine de frégate B, dont nous parlerons plus dans les futurs épisodes de la Seconde Guerre mondiale, étaient en alerte maximale et bien qu'ils manquaient désespérément de carburant, l'un d'eux avait en fait arrêté un certain nombre de ces chaudières simplement parce qu'il n'y avait pas d'huile dans les réservoirs à proximité pour les alimenter, mais ils avaient l'avantage tactique. Un combat de course et de tir s'est maintenant développé, les Allemands prenant le dessus alors que la visibilité baissait et revenait sans cesse alors que des écoles de neige commençaient à traverser le fjord. Ailleurs, le Fregatten-Capitaine Friedrich Berger avait Georg Thiele et Bernard von Arnim qui se rapprochaient également et réussissaient à se faufiler sans être vus devant les destroyers britanniques, croisant le T des navires britanniques et ouvrant le feu avec les 10 canons disponibles pour lui, sans réaliser qu'une école lourde qui les suivait, les 3 navires allemands en poursuite, avaient en fait choisi de reculer. Warburton Lee ne s'est pas rendu compte qu'il avait en fait un avantage local de 5 contre 2 et il aurait pu concentrer sa flottille beaucoup plus étroitement sur les 2 navires allemands à l'avant. Georg Thiele a commencé à marquer des coups sur Hardy, mettant hors de combat ses canons avant, puis le pont, puis la superstructure, blessant mortellement Warburton Lee. Arnim s'est joint à l'action et les chaudières ont également été rapidement détruites. Alors que Hardy ralentissait jusqu'à l'arrêt, le lieutenant Stanning, dernier homme debout sur le pont, ordonna au navire de virer durement à bâbord et de l'échouer sur le côté sud du fjord pour permettre aux hommes d'abandonner le navire sans avoir à passer beaucoup de temps, voire aucun, dans l'eau glaciale, le canon le plus à l'arrière continuant à assurer un feu de couverture jusqu'à épuisement des munitions. Les prochains à ressentir les tendres miséricordes de Thiele et Arnim furent le Havoc, les 3 autres navires britanniques étant largement cachés à la vue dans leur propre écran de fumée, ainsi que dans la fumée de canons et de cheminées des 2 destroyers de tête. Malgré la distance qui se réduit maintenant à environ 3 milliards, le Havoc semble presque insensible aux tirs entrants. L'un des rares obus qui l'ont réellement touché a atterri à côté d'un casier à munitions mais n'a ensuite pas explosé et un membre d'équipage à proximité l'a rapidement jeté par-dessus bord. Des torpilles des 2 côtés ont sifflé mais n'ont pratiquement rien accompli car les changements rapides de cap impliqués dans cette version navale d'un combat au couteau rendaient presque impossible pour les officiers de torpilles de faire des estimations précises de l'avance. À ce stade, quelque peu préoccupé par ce qui était arrivé à Hardy, et avec les 2 destroyers allemands devant qui s'éloignaient légèrement, Havoc a fait demi-tour, laissant Hunter comme navire de tête. Maintenant, la chance commençait à manquer pour les 2 côtés, et Thiele et Hunter se sont rapidement déchirés, se démontant dans un blizzard de coups d'obus, auquel le feu de tout, jusqu'aux armes anti-aériennes légères des 2 côtés, a été ajouté. Une torpille de Thiele a finalement réussi à marquer un coup allemand avec ce type d'arme, et Hunter a commencé à ralentir rapidement, causant à Hotspur derrière lui, qui avait ses propres problèmes à cause des coups d'obus sur le gouvernail, mais venant d'Arnim, finissant par éperonner le Hunter par derrière. Avec les 2 navires enchevêtrés maintenant pleinement engagés par les destroyers de Bay et les 3 autres navires allemands actifs faisant une réapparition, avec Hostile et Havoc ayant pris de l'avance, et Hunter se retournant rapidement et coulant lorsque Hotspur a finalement réussi à faire marche arrière, en grande partie grâce à son capitaine se dirigeant vers l'arrière sous le feu et criant ensuite des ordres vers les salles des machines et de direction à travers les écoutilles près de la tourelle X. Hotspur a été laissé à la merci des 5 navires allemands.
Mais alors, en avant, un nouveau feu d'artillerie a éclaté alors que Hostile et Havok faisaient demi-tour et revenaient à la charge pour sauver le destroyer supposé. Avec Hostile déposant un écran de fumée, les 3 destroyers se sont à nouveau échappés, malmenant encore plus Steel sur leur chemin de sortie. Avec une visibilité toujours pas très bonne et beaucoup des destroyers actifs maintenant en manque critique de carburant, après une courte poursuite par cas en plein air, les 3 navires britanniques restants ont été laissés à leurs propres moyens. Les Allemands se sont plutôt occupés à récupérer des survivants de Hunter et sont ensuite partis à la recherche de Hardy, dont l'épave avait dérivé à travers le fjord à marée haute puis s'était renversée dans un tout autre endroit. En repartant, les 3 navires britanniques ont effrayé U-46 en plongeant brusquement en sortant d'un banc de neige, conduisant à une portée presque à bout portant, avant de tomber sur le navire de ravitaillement Rauenfels, qui arrivait avec des armes lourdes pour les troupes à terre et plus de munitions pour les destroyers. Les navires britanniques ont ouvert le feu, le navire allemand a échoué, et ayant réalisé qu'elle avait pris feu à un moment donné, le navire britannique a envoyé quelques obus de plus à portée de main pour s'assurer que le navire ne pouvait pas être récupéré, l'un d'eux apparemment touchant les munitions allemandes stockées, et cela a plutôt assuré que la récupération du navire ou de quoi que ce soit à bord ne serait un problème pour personne de sitôt. Un dernier ensemble de torpilles serait tiré ce jour-là. Il y a U-25 et U-51 à l'entrée de Westfjorden ont essayé de prendre les navires britanniques sortants, mais en raison d'un mélange des mêmes problèmes que les torpilles des destroyers allemands ainsi que des problèmes avec les détonateurs magnétiques équipés sur leurs propres torpilles de sous-marins, U aussi loin au nord, toutes les torpilles ont soit couru en profondeur, soit détonné tôt. En fin de compte, les Britanniques les sont sortis de cette bataille un peu mieux. Ils avaient perdu 2 destroyers avec un autre fortement endommagé, mais en échange, 2 navires allemands avaient été coulés, le Schmidt et le Heidkamp, avec Röder et Arnim réduits à des batteries de défense stationnaires à cause des dégâts, ainsi que des dégâts importants à Thiel. Ludermann et Kuhn avaient des dommages modérés et le Kapellner souffrait toujours de problèmes de moteur. Ils avaient également dépensé beaucoup de leurs munitions et de nombreux torpilles, ainsi qu'un certain nombre de navires marchands de divers pays qui reposaient désormais au fond de la mer et qui n'étaient donc pas disponibles pour renforcer la Kriegsmarine et la petite flotte marchande et de soutien de l'Allemagne. Cela ne laissait que Wolfgang Senker et Erich Gieser entièrement opérationnels à la fin de la journée, bien que 3 autres navires soient probablement à nouveau capables de combattre avant longtemps, alors que Pénélope et les tribus arrivant dans une manœuvre en tenaille auraient pu sauver Hunter et Hardy ainsi que mettre fin à la menace allemande là, et alors malheureusement cela n'a pas été le cas. Au lieu de cela, Pénélope, les tribus Kimberley et Greyhound ont rencontré les H restants en sortant, Hotspur a été envoyé pour réparation avec un escorte hostile, tandis qu'Eskimo et Bedouin patrouillaient à l'entrée du fjord, témoignant de quelques grandes explosions devant eux qui les ont fait se détourner, croyant qu'ils avaient rencontré un champ de mines à détonation à distance. En fait, c'était encore le malchanceux U-25, lançant encore une autre paire de torpilles, qui ont encore une fois détonné prématurément, et Pénélope et les destroyers ont ainsi formé un blocus lâche et attendu d'autres ordres. On se demande si le commandant du U-25 a développé un petit complexe à propos de ce problème particulier et de la guerre en raison de problèmes prématurés. Mais en laissant cela de côté, c'est encore classique ce que les Britanniques y ont prévu de faire avec eux. Vous avez les tribus immédiatement en avant. Elles sont là si des forces légères essaient de sortir. Elles devraient être capables de les emmener, de les traiter. Si c'est trop lourd, elles vont pouvoir se retirer sur la force majeure. Et vous devez penser, compte tenu de tout cela, que Warburton Lee a réussi à faire avec les navires qu'il avait. Imaginez ce qui se serait passé si Pénélope et les tribus avaient fait partie de cette force initiale. Il y a de fortes chances qu'il n'y aurait pas eu beaucoup d'Allemands, même dans ces conditions, qui s'en sortent aussi bien après, parce qu'il faut être honnête. Le Her Majesty's Ship Eskimo est un peu un chien de neige. Elle aime la neige, elle le fait dans son fonctionnement, elle apprécie la neige. Oui, et c'est intéressant en fait que bien que la classe Arethusa ait été théoriquement au moins désignée comme des navires de protection du commerce, vous avez ici Pénélope agissant efficacement comme un énorme leader de flottille, ce qui est à peu près exactement le même rôle que la précédente classe Arethusa avait été spécifiquement conçue pour faire dans la période précédant la Première Guerre mondiale. Oh, c'est incroyable!
et ils finissent souvent par être la classe Arethusa, ces petits croiseurs vraiment cool qui sont souvent utilisés aux côtés des plus grands destroyers comme une sorte de, eh bien, il n'y a pas vraiment de leader de destroyer assez grand parce qu'il y a techniquement les tribus qui ont été construites comme des leaders de destroyer. Il n'y a pas vraiment de destroyer assez grand pour qu'ils puissent justifier d'être donné le statut de leader des plus grandes unités de destroyer. Mais la classe Arafusa s'intègre assez bien. Et encore une fois, dans les confins de la Norvège, dans ces fjords, elle est mortelle. Parce que c'est parfait. Elle a tous ses canons de 6 pouces. Elle a toute l'armure, toutes les capacités dont elle a besoin. Elle s'aventure dans des eaux étroites. Elle peut manœuvrer beaucoup plus facilement qu'un comté. Classé haut. Certainement qu'un cuirassé ou autre chose. Elle peut suivre les destroyers beaucoup plus efficacement que n'importe quel autre navire. Donc, elle est parfaite. Et encore une fois, c'est la chose. Vous avez, si l'opération avait été réalisée comme elle aurait dû l'être, vous l'auriez eu. Vous auriez eu ces 4 tribus, vous auriez eu eh bien, vous auriez eu la flottille de classe H qui entre, donc vous auriez eu 9 destroyers et un croiseur léger qui entre. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas que beaucoup de cela, comme je l'ai dit, je ne pense pas que c'est exagéré quand je dis que même dans ces conditions, compte tenu de ce qu'ils ont accompli, ce qui aurait été accompli, alors je doute que les Allemands s'en seraient bien sortis dans ce cas. Scénario surtout. Alors que leurs sous-marins continuent de souffrir de détonations prématurées. Oui, ce qui est quelque chose qui continuera à se produire, même si nous avons maintenant terminé la deuxième bataille et que nous passons maintenant à la troisième, donc avec les navires allemands restant enfermés. Mais le travail, comme ils le voyaient, quelque peu incomplet, la marine royale a maintenant décidé de finir ce qui restait, formant un dépôt temporaire de ravitaillement et de réparation en utilisant un navire de transport allemand capturé, qui avait de belles grues, combiné avec un pétrolier britannique récemment arrivé, qui est arrivé avec le destroyer Grenade et Encounter en remorque. Les Britanniques se sont retrouvés avec une base offshore temporaire assez confortable, qui a été encore améliorée, avec un navire de sauvetage norvégien et une petite flotte de pêche pleine de marins norvégiens très entreprenants, avec des chalumeaux, se sont présentés pour aider. Nous étions maintenant le 11e. Malheureusement, Pénélope a réussi à s'échouer, donc l'emmener dans le fjord à la tête des destroyers restants était hors de question pour le moment, et un projet de plan pour retourner tout finir le 12e a été abandonné. À Narvik, les Allemands disposaient de 6 destroyers vaguement opérationnels, bien qu'ils manquent toujours de carburant et de munitions. Au moins, seuls Ludermann et Röder étaient coincés sur place, sans accès significatif aux réparations. Cependant, malgré les travaux de ravitaillement et de réparation en cours, un ordre pour tous les destroyers restants de partir et de rejoindre les 2 Scharnhorst n'a produit que Zenker et Guise, qui ont fait une tentative avortée pour finalement faire demi-tour à la vue de forces britanniques supérieures, sous la forme de la Pénélope manœuvrant lentement et de plusieurs tribus de classe qui les attendaient à l'entrée. Ils étaient très amicaux, ils ont fait signe et ont tiré quelques petits coups sympas pour dire bonjour. Et ils ont en quelque sorte fait la danse tribale complète de « nous sommes juste venus pour dire bonjour ». C'était une réception très amicale, chaleureuse et joyeuse. Disons qu'ils ont reçu à l'entrée et ont décidé qu'ils allaient se retirer, ce qui est vraiment plutôt impoli quand un invité arrive. S'ils sortent directement par la porte alors que vous les attendiez pour une longue réception, c'est un peu impoli. Cette situation se poursuivrait tout au long de la nuit, avec Kolna s'échouant durement et Zenka endommageant son hélice en s'amarrant dans un endroit légèrement trop peu profond. Et l'hélice a touché le rocher lorsque la marée s'est retirée, laissant les 2 navires dans le besoin de réparations supplémentaires, tout en étant proche des forces britanniques. U-48 a déchaîné une autre demi-douzaine de torpilles pour ses ennuis, obtenant 2 Casimis et 4 autres détonations prématurées. Cela a incité le capitaine de U-48, dans une sorte de rage, à naviguer légèrement à l'écart des forces britanniques. Émerger, puis envoyer un très long et très enragé message radio à la Kriegsmarine quartier général qui demandait effectivement qui exactement leur avait fourni ces détonateurs magnétiques de torpilles et pourrait-il, s'il vous plaît, être abattu? Cela fonctionne mieux que lorsque vous avez affaire au Mark 14, oui.
Oui, pour être juste, l'amiral Raider prenait effectivement tout au sérieux. Cela ne les aiderait pas vraiment dans cette situation car c'était un peu trop tard. Le 12e est passé relativement calmement, l'excitation principale étant une frappe de 8 épées de la Her Majesty's Ship Furious qui s'était montrée, mais le mauvais temps et le feu anti-aérien enthousiaste signifiaient que cela avait accompli relativement peu à part quelques victimes causées par des bombes égarées touchant la côte et deux des patrouilleurs norvégiens qui étaient amarrés ont été coulés par des éclats en échange de la perte de 2 avions. À ce stade, la reconnaissance aérienne allemande a repéré 7 à 8 destroyers et un seul navire plus grand attendant à la tête de Westfjorden, amenant les Allemands à décider de placer le Kampelner estropié juste à l'intérieur des Narrows, dans des eaux peu profondes en tant que navire de piquet. La raison de l'eau peu profonde étant que si elle était coulée, elle ne pourrait pas couler complètement et resterait donc comme une batterie de canons stationnaires. Mais comme il était dans une eau si peu profonde, ils ont retiré ces torpilles pour les utiliser sur d'autres navires. Ce travail a été achevé juste après minuit dans la nuit du 12e au 13e. Kuna, Arnim et Ludermann étaient maintenant en assez bon état opérationnel avec Gizeh et Zenka en réparation, mais leur armement était essentiellement pleinement fonctionnel. Tillet était principalement capable de combat, à l'exception d'un canon principal, capable de combat à l'exception d'un canon principal, mais était limité en vitesse et subissait actuellement une réparation de moteur. Rudeis restait complètement immobile. Cependant, en mer, le 12e avait constaté une sorte de changement dans les intentions de la Royal Navy. Avec les dommages causés à Penelope par l'échouement, il a été décidé de transférer le rôle de navire amiral de l'attaque à un cuirassé. La flotte domestique était apparue, mais Valiant et Repulse avaient presque immédiatement été détachés pour s'occuper d'un convoi de troupes, ce qui laissait le choix entre Rodney, Renown ou Warspite. L'amiral Whitworth a reçu l'ordre de transférer son pavillon de Renown à Warspite et de mener ensuite l'attaque avec les destroyers de classe tribale Bédouin, Punjabi, Esquimaux et Cossack, ainsi que les autres destroyers Kimberley, Forester, Icarus, Hero et Foxhound. Le capitaine de Warspite était d'ailleurs un certain capitaine Crutchley que nous avons rencontré la semaine dernière, bien que quelques années plus tard dans sa carrière à Savo Island. L'une des choses intéressantes dans ce scénario est que la ligne officielle est qu'il a reçu l'ordre. La ligne non officielle est qu'il fait essentiellement campagne et demande, et c'est très très à le transfert à Warspite, et B le navire allant dans le cuirassé, que les Warspite, le cuirassé allant dans, sont des choses qui sont des changements assez tardifs, qui sont officiellement ordonnés, mais essentiellement depuis qu'il a envoyé Warburton Lee et a eu les doutes qu'il avait et ne les a pas retenus. Whitworth a voulu y aller parce que Whitworth pense qu'il devrait y aller parce qu'il a ordonné à un homme d'y aller. Et ce qui s'est passé. Oui, c'était réussi, mais les Britanniques ont perdu des navires. Et Warburton Lee lui-même a été perdu. Et il était un commandant de flottille senior. Donc, ils s'étaient rencontrés. Ils se connaissaient autant que vous le faites dans le genre de la marine à ce genre de temps. Donc, c'était très bien, il allait. Et Warspite est pris parce que Warspite est jugé, et cela va paraître étrange quand nous considérons les différents navires pour être le plus manœuvrable des navires de capitale disponibles. Vous ne considérez pas vraiment un cuirassé comme l'actif le plus manœuvrable connu de l'humanité, mais elle était considérée comme la plus manœuvrable des options, et cela aurait vraiment dû être un autre croiseur qui y allait avec eux, et ils avaient d'autres croiseurs disponibles. Mais dès que vous avez un amiral qui dit essentiellement qu'il va y aller quoi que vous envoyez, il décide qu'il devrait probablement emmener un cuirassé avec lui juste pour s'assurer qu'il ne perde pas aussi un amiral pour une raison quelconque là-dedans. Oui, parce que j'étais renommé à ce moment-là. C'est un croiseur de bataille, c'est rapide, mais ce n'est pas le plus agile des choses. Et Nelson, Rodney, je devrais dire plutôt que la classe Nelson, bien qu'un cuirassé, elle n'a que 2 vis, alors que Warspite en a 4. Ce qui va aider si ça vient à une manœuvre difficile. Et avant que quelqu'un ne demande oui, nous savons que Rodney avait 9 canons de 16 pouces et ils étaient tous en haut en avant. Cependant, vous devez garder à l'esprit que la tourelle C est derrière la tourelle B. Donc s'il tire droit devant vous, ne pouvez toujours pas tirer la tourelle C, mais plus important encore, Warspite a une batterie secondaire qui court le long de tout son côté et les canons secondaires étaient
probablement tout aussi important que les canons de la batterie principale dans les confins étroits du fjord, alors que tous les secondaires de 6 pouces de Rodney étaient positionnés à la poupe, ce qui l'aurait obligé à manœuvrer pour les amener à portée s'il s'était retrouvé dans un combat au couteau avec des destroyers. De plus, Waterbite a un autre avantage. Elle a un type très spécifique d'avion de reconnaissance de repérage. Elle a un Swordfish. Et c'est en fait très utile parce que les Swordfish qui ont été trouvés ont été en fait capables de, comment dire cela poliment, ont été trouvés pour être très très bons pour atterrir dans une très petite zone d'eau, dans des eaux légèrement plus agitées qu'elles ne devraient l'être. Et cela était en partie dû à leur conception, mais aussi en partie à leur structure générale et à leur disposition et à la flexibilité inhérente à la conception avec laquelle ils ont été construits. Ils étaient donc très utiles pour ce genre d'opération et elle s'est avérée très très utile pour la bataille. La couverture aérienne du Her Majesty's Ship Furious était censée tenir à l'écart tous les attaquants de la Luftwaffe, du moins on l'espérait, bien que l'amirauté ignorait qu'il y avait aussi 5 sous-marins U-boat dans les Westfjorden. Alors que la flotte se rapprochait de Narvik le matin du 13e, ils ont eu une échappée belle à cet égard. Le Her Majesty's Ship Eskimo a repéré et chargé en profondeur un sous-marin, le U-48, mais le sous-marin a réussi à éviter et à lancer une salve complète de torpilles à Horsefight, bien que, encore une fois, à aucun effet. La flotte a traversé les détroits et s'est déployée pour la bataille. C'était une ligne horizontale à travers le fjord composée de Punjabis, Bédouins, Esquimaux, Cosaques, Kimberley et Forester, suivie par Warspite avec Icarus et Hero en queue de peloton. Comme l'exigeait la tradition et comme le besoin d'une reconnaissance visuelle rapide le suggérait comme pragmatique, tous les navires ont déployé d'énormes pavillons de bataille flottant sur leur mât de misaine. C'est vraiment, vraiment beaucoup. C'est très, très amusant d'avoir vos pavillons de bataille déployés en totalité et d'avoir l'air super. Mais avec le commandant du U-48, je suis souvent surpris qu'il ne se soit pas chargé lui-même dans un tube de torpille et ait décidé que lui frapper des torpilles serait plus utile et la pleine fureur en colère qu'il a. Parce que vous lisez ce compte-rendu et en gros, ces sous-marins sont positionnés magnifiquement et ils devraient être une partie majeure de la campagne. Et honnêtement, ils ne sont que détonations prématurées, détonations prématurées, détonations prématurées, détonations prématurées. C'est presque comme s'ils n'avaient pas dû être là dans une certaine mesure. Ils sont limp. Les Britanniques seraient probablement toujours en train de prendre les mêmes mesures qu'ils prenaient en s'inquiétant d'eux, même si ça n'avait pas été là, alors qu'ils étaient là. C'était presque une perte de carburant de les envoyer là-bas à cause de ces problèmes qu'ils continuent d'avoir. Et c'est bien que je n'ai pas réussi à lire ou traduire tous les communiqués. J'ai vu certains des communiqués qui sont arrivés des sous-marins dans la campagne norvégienne et spécifiquement autour de Narvik, qui ont été renvoyés à Ryder. C'était des gens très en colère. C'était des gens incroyablement en colère. Ils avaient autant de colère que les équipages tribaux, malgré, parce que quand vous lisez les comptes des équipages tribaux, parce que les tribaux étaient incroyablement, à cause de la façon dont les équipages tribaux avaient été formés avant la guerre, et ils se considéraient comme l'élite au sein de l'élite, et ils se voyaient comme la ligne de reconnaissance, comme les gens, les destructeurs de combat, ceux qui étaient construits avec des canons supplémentaires plutôt que des torpilles afin qu'ils puissent porter le combat aux destroyers ennemis et permettre aux autres destroyers de combattre. Ou utilisés, ils étaient incroyablement en colère d'avoir vu ce qu'ils considèrent un gaspillage de vie, ce qu'ils considéraient ce qui s'était passé. Donc la classe H serait un gaspillage pour être quelque chose qui avait été... Et ils sont en colère à ce sujet, mais leur colère est presque égale, et bien c'est probable. C'est la même chose, mais différentes perspectives, d'une certaine manière et appelée par différentes choses. Par les commandants de sous-marins sur l'inefficacité de leurs torpilles et c'est tellement frustrant parce qu'ils s'en sortent assez bien, ils arrivent à se mettre dans d'excellentes positions comme vous venez de le souligner. 48
a réussi à éviter, enfin, à passer à travers Esquimau, et vous devez admettre, quand vous regardez les destroyers de classe tribale, à cause de la façon dont ils sont construits, ils sont corrects comme navires anti-sous-marins, ils sont corrects avec leurs torpilles, et ils ont un bon ensemble de canons, et ils finissent par avoir, à la fin de tout, un excellent ensemble de canons pour leur taille. L'essentiel à leur sujet, c'est la formation et leur équipage et ce qu'ils attendent d'eux-mêmes. Mais il reste tout de même de bons sous-marins anti-sous-marins. Ils pourraient être de bons sous-marins anti-sous-marins, mais même avec Aztec, avec des charges de profondeur, c'est toujours assez puissant. Et U-48 a réussi à l'éviter. C'est beaucoup de compétences. Et puis lance. Et puis n'obtient rien. Rien! Sérieusement, si j'avais été le commandant du U-48, j'aurais probablement voulu retrouver le concepteur qui a conçu cette torpille et le déchirer avec mes propres mains. Je serais assis là en disant bah, « Vous réalisez ce que vous m'avez fait? J'aurais pu couler le Warspite. » Et le fait est que, inconnus de la flotte britannique, les navires ont en fait réussi une deuxième évasion chanceuse quelques minutes plus tard, alors qu'ils dégageaient les détroits et déployaient les insignes de bataille. Le U-46 a réussi à obtenir son propre point de mire sur le Warspite à une portée pratiquement à bout portant, principalement en surgissant du fond, seulement pour rencontrer un banc peu profond et finir par rester coincé. Lorsqu'il a fini par reculer, les navires britanniques étaient déjà passés et il était bien trop tard. Eh bien, heureusement inconscient de cette double esquive, le Warspite a lancé son hydravion Swordfish pour aider aux procédures, qui s'est immédiatement dirigé vers le fjord et a commencé à signaler les positions de tous les différents destroyers allemands à l'avant. Ainsi commença la troisième bataille de Narvik, Parfois aussi connue sous le nom de la grande chasse aux dindes de Narvik. Hermann Kühne serait le premier à être pris pour cible. Elle escortait le Kempelner jusqu'à sa position de piquet, mais lorsque les Britanniques ont ouvert le feu, le destroyer allemand se dirigeait déjà vers Narvik, et donc les obus sont tombés courts et elle s'est éloignée de la portée. Son alerte a pris le reste de la force allemande au dépourvu. Le plan était de cacher des destroyers dans les fjords latéraux et d'embusquer toutes les forces britanniques alors qu'elles remontaient le canal principal, bien que le Swordfish vérifiait déjà tous ces fjords latéraux pour une telle tentative de piège. Les sous-marins dans la zone du port n'ont également pas reçu l'alerte ou n'ont pas réalisé son importance. Et donc, le U-64 était toujours en train de préparer son départ lorsque le Swordfish, qui n'a jamais été l'avion le plus rapide du monde et maintenant chargé de 2 énormes flotteurs, a commencé une attaque de bombardement en piqué lente mais implacable, marquant 2 coups avec ses 2 petites bombes anti-sous-marines, détruisant la coque du bateau et le laissant couler, mais les seules tueries qui ont été enregistrées par ces petits bombes littéralement. Le navire doit être à la surface, immobile, et le Swordfish doit effectuer une routine de bombardement en piqué, et vous pouvez, si quelqu'un d'autre y pense, être effrayé par l'idée d'un Swordfish effectuant un bombardement en piqué. Vous n'êtes pas le seul, nous le sommes tous les deux, mais techniquement, les Swordfish étaient capables de bombardement en piqué, et ils l'ont effectué. Donc c'est l'une des choses intéressantes quand les gens disent « Oh, la Marine royale n'avait pas de bombardier en piqué ». Eh bien, ils avaient le Skewer et ils avaient le Swordfish, dont l'un était en fait très capable de bombardier en piqué. C'était un terrible combattant. Et on n'est toujours pas tout à fait sûr de comment il a contourné les lois de la physique pour se transformer en bombardier en piqué. Mais il l'a fait, mais on est assez sûr que de la magie était impliquée. Oui, j'imagine qu'avec la quantité de traînées impliquées sur un Swordfish équipé d'un hydravion, la raison des coups directs est que vous aviez probablement beaucoup de temps pour prendre un thé, des biscuits, viser soigneusement et ensuite larguer les bombes avant d'atteindre le bas de votre piquet. Il était probablement suspendu là comme un hélicoptère. Pour un... Il se bonne quelques minutes. Il est probablement là en train de se demander comment les Britanniques par exemple, font pour voler en stationnaire. Il est juste là auto à... Le premier véritable personnage principal d'Adélaïde Sinclair en orbite terrestre ultra basse. Après avoir sorti de la plongée, le canonnier de pont du U-64 et le mitrailleur de queue du Swordfish ont échangé quelques tirs en passant qui ont réussi à cribler la queue de l'avion. Mais après un peu de test, le pilote du Swordfish a compris qu'il pouvait toujours le piloter. Il devait juste être un peu plus doux dans la manipulation. Ce serait en fait le premier avion contre sous-marin tué de la Seconde Guerre mondiale et serait la seule fois qu'un avion de cuirassé a marqué une tuée de sous-marin confirmée.
plutôt approprié, c'était Warspite. Allons. Soyons honnêtes en rapportant que les fjords latéraux étaient clairs et tous les destroyers ennemis restants se trouvaient dans les environs de Narvik lui-même. L'avion a commencé à naviguer en retour dans le fjord pour trouver les navires britanniques, prenant un certain nombre de photos en cours de route qui sont devenues assez célèbres et certaines d'entre elles apparaîtront ici. Il s'est avéré que Colner n'a pas pu atteindre sa position cible à temps et a plutôt frappé derrière un promontoire, visant ses canons autour du coin et espérant qu'ils n'avaient pas été repérés, tout en souhaitant ardemment qu'ils aient en fait gardé leurs torpilles à bord. Malheureusement pour eux, le Swordfish qui revenait en flânant les a repérés et a signalé la guerre à la flotte restante. Et donc, lorsque Bedouin, Punjabi et Esquimaux sont apparus au coin, ils avaient tous les canons jusqu'au pom-pom, pointés directement sur le malheureux navire allemand. De manière choquante, Colna a été rapidement immobilisé avant de pouvoir faire quoi que ce soit en échange, et quelques minutes plus tard, la forme de la proue du Her Majesty's Ship Warspite s'est imposée avec ses énormes canons principaux pointés exactement dans la même direction. Un certain nombre d'obus de 15 pouces ont traversé le navire sans exploser, mais le pauvre Colna était maintenant littéralement déchiré par la force de leur passage. L'équipage du canon pouvant voir le navire se plier et se balancer à chaque impact. Une torpille a définitivement soufflé la proue et le navire ravagé, ou ce qu'il en restait, a heureusement sombré hors de vue. Warspite n'avait même pas ralenti. Zenka et Arnim, accompagnés de Ludermund, sont sortis pour voir ce qu'ils pouvaient faire, profitant du fait qu'ils se trouvaient dans une zone plus large du fjord pour opérer des bordées complètes contre les navires britanniques qui étaient toujours en ligne de front, et ne pouvaient donc utiliser que leurs canons avant, bien que les tribaux disposaient autant de puissance de feu avant que la plupart des destroyers de petite à moyenne taille en total. La visibilité était bien meilleure le 13e, et la portée était assez longue, variant d'environ 10 milliards à presque 23 milliards, les navires allemands se retirant hors de portée et esquivant de manière effrénée alors qu'ils étaient poursuivis par le feu britannique, tandis que les Britanniques se retrouvaient à recevoir des tirs qu'ils décrivaient dans le journal de bord à la manière britannique comme inconfortablement bons. Cependant, un certain brouillard et de la fumée persistaient, et la fumée des canons des deux côtés y contribuait peut-être, ce qui explique pourquoi les seuls dommages de part et d'autre étaient un certain nombre de tirs presque touchés et des éclats d'obus sur le Cossack. Le Zenka a tenté sa propre attaque de torpille sur le Warspite, mais son tir a été dévié par le feu des destroyers britanniques de la batterie secondaire du Warspite. Arnim a eu plus de chance en ciblant les destroyers avec ses propres torpilles, mais une fois de plus, elles ont plongé profondément, les navires britanniques évitant la plupart d'entre elles, mais le Cossack a eu la chance de voir l'une d'elles passer directement sous son pont en direction du mur du fjord. U-25 a également tiré quelques coups sur le Cossack, mais encore une fois sans rien montrer pour cela, et le sous-marin a repris la direction de la partie la plus étroite du fjord, avec l'intention d'embusquer les navires britanniques sur le chemin du retour, espérant que peut-être la 4e fois serait la bonne. Ayant atteint la partie la plus large du fjord, Hero et Foxhound se sont arrêtés pour récupérer leur matériel de déminage, tandis que les navires allemands reculaient face à l'avancée britannique implacable. La fumée des destroyers britanniques, leurs tirs d'artillerie et sa propre fumée due à ces tirs directs perturbaient la précision de Warspite, mais elle continuait néanmoins à tirer ses tourelles avant de temps en temps, les obus hurlant dans le fjord avec un bruit qu'un marin comparait au gémissement des damnés, tandis que les impacts eux-mêmes, qui étaient généralement sur les côtés du fjord, car elles ne parvenaient pas à toucher quoi que ce soit dans cette phase du combat, déclencher de petites avalanches à chaque boom réverbérant, et il faut garder à l'esprit qu'un fjord est une merveilleuse chambre d'écho, donc chaque explosion était vraiment à couper le souffle. Un marin allemand est enregistré comme se demandant brièvement si Warspite essayait réellement de faire s'effondrer le fjord sur son navire. Quelques vols de Swordfish du Furious sont apparus et ont bombardé les navires allemands, ne marquant que des quasi-missiles, bien que l'un d'eux ait réussi à comptabiliser le dernier navire de patrouille norvégien, le Celt, qui a été coulé par des éclats d'obus en échange de 2 autres avions abattus. Après près d'1 heure de tir, leur réserve de munitions épuisée par le combat avec le commandement de Warburton Lee quelques jours auparavant, les destroyers allemands commençaient à manquer sérieusement d'obus. La perte de l'Everandfell se faisait vivement ressentir à ce moment-là. Alors que la distance se réduisait, Bay a décidé qu'il pourrait être judicieux de se diriger vers Rombaksfjorden,
L'eau était trop peu profonde et le canal trop étroit pour que le Warspite puisse suivre. Ils pourraient donc au moins être en mesure de faire un usage efficace de leurs dernières munitions dans un combat avec les destroyers britanniques qui suivraient sûrement sans risque d'être coupés en deux à tout moment. Herman Kuhner a manqué le signal et s'est échoué avant de déclencher des charges de profondeur dans sa coque comme une forme d'autodestruction improvisée, ayant littéralement épuisé chaque obus à bord, même les tirs d'entraînement et d'illumination ayant été tirés. Eskimo et Forrester l'ont suivie pour s'assurer qu'elle était détruite, l'un d'eux soufflant son arrière avec une torpille juste pour être sûr. Il faut être minutieux. C'est important. Et je crois, si j'ai bien lu les archives, que c'était en fait une torpille tirée par Eskimo, ce qui a beaucoup de sens. Oui, encore une fois, vous devez être loin dans ces choses et vous devez utiliser ces torpilles avec précaution. Maintenant, Giza, je pense, qui avait accumulé de la vapeur et essayait maintenant de sortir du port pour rejoindre l'action, a réussi à dégager l'entrée juste avant que la moitié de ses moteurs ne se bloquent. Bédouin et Punjabi se sont approchés et les deux côtés ont tiré des torpilles, mais les deux côtés ont raté. Et Giza a réussi à ratisser Punjabi avec ses canons de 5 pouces, causant des dégâts considérables, coupant les tuyaux de vapeur et les lignes électriques et laissant les canons gelés en position. Avec son armement principal immobilisé, Punjabi a été contraint de se retirer. Alors qu'elle le faisait, Giza a remis les moteurs en état de marche et a repris de la vitesse, juste à temps pour voir Bédouin se rapprocher à bout portant avec une demi-douzaine d'autres destroyers qui observaient en arrière-plan. À son crédit, elle a réussi à toucher Bédouin avec un obus avant que ce dernier ne commence un parcours de démolition à bout portant avec des canons et des torpilles qui ont rapidement transformé le navire allemand en une épave en flammes. Punjabi, je crois, a à ce moment envoyé un signal très britannique à Warspite alors qu'il partait, qui revenait essentiellement à dire « Désolé, mais je ne peux plus vraiment tirer, donc je vais devoir m'éloigner et réparer tout ça. » Elle revient en fait peu de temps après et continue le combat. Donc elle se retire et je pense qu'environ 30 minutes plus tard, elle est de retour dans le combat. Ils reconstruisent essentiellement le navire en 30 minutes, ce qui est encore une preuve de la détermination des équipages de la marine. Ils ne comprennent pas l'idée, le concept d'abandon. Et dans le cas de Bédouin, ils ne comprennent pas le concept de trop près, parce qu'il y a un débat sur la distance à laquelle se trouvait la portée à bout portant. Mais il y a des descriptions par la suite que certaines des explosions de leurs propres canons à bord du navire cible ont en fait brûlé leurs sourcils. Ouais, donc tu sais que c'était proche. Dans les documents d'archives, il y a le témoignage de l'un des artilleurs de pom-pom qui parle de une fois qu'il déchaîne les obus de 40 mm de pom-pom sur le navire, il doit réellement se cacher derrière le bouclier de son propre canon à cause des ricochets et des éclats qui reviennent avec assez de force pour que s'il levait la tête au-dessus, il risquerait réellement d'être touché par son propre feu. Ouais. Maintenant, à l'intérieur du port lui-même, Reuter tirait joyeusement sur tout ce qui était à portée, malgré le fait qu'il était attaché à un quai, mais un obus a réussi à toucher un Warspite qui pensait que le tir devait provenir d'une batterie côtière et a promptement réduit un peu plus de la côte norvégienne avec un barrage complet avant que le Swordfish de reconnaissance en cercle ne pointe le navire allemand errant. Cossack est entré fidèlement dans le port, a serpenté à travers les cargos détruits et a trouvé le rudder. Les deux se sont immédiatement attaqués l'un à l'autre avec véhémence à nouveau à portée de combat au couteau. Cossack a perdu certaines de ses chaudières et le contrôle de son gouvernail et a fini par s'échouer, position à partir de laquelle les tourelles arrière ont continué une démolition régulière de Guise qui était maintenant en feu. Kimberly s'est jointe à eux, suivie par Warspite qui a détruit le navire qui s'est autodétruit lorsque Foxhound s'est approché pour enquêter sur la possibilité de monter à bord du navire. Elle ne fait pas vraiment, en quelque sorte, c'est Cossack qui s'échoue, mais pas de manière normale. Elle se fraye un chemin dans le port et quand elle y arrive, la chose sur laquelle elle s'échoue est en fait l'un des navires marchands coulés et c'est pour se rapprocher de sa cible. Et à partir de ce point, ils poursuivent une destruction très méthodique, non seulement des navires allemands dans l'eau, mais aussi de tout navire marchand qui semble encore pouvoir être pratique.
Ils obtiennent également des obus et tout ce qu'ils peuvent faire, mais qu'ils condensent plus d'infanterie allemande qui sont éliminés par le Her Majesty's Ship Cossack et son pom-pom de 40 mm que les défenseurs norvégiens n'ont peut-être réussi à réaliser parce qu'on ne leur avait pas dit que des Allemands arrivaient, donc ils n'avaient pas réussi à obtenir leurs armes. C'était vraiment un effort très considérable du Cossack, mais encore bien soutenu, et c'est exactement ce que les tribals étaient censés faire. Ils étaient censés être en première ligne pour, en quelque sorte, absorber le feu, mais aussi pour supprimer le feu ennemi, afin de permettre aux autres destroyers de s'approcher et de faire les tueries. Et c'est ce qu'ils font dans cette opération. Narvik est l'une de ces opérations qui est la première bataille du point de vue norvégien n'est définitivement pas un exemple à suivre. La deuxième bataille et la première, du point de vue britannique, donnent quelques exemples pour un manuel, mais la troisième bataille, la deuxième bataille britannique, est entièrement conforme au manuel. C'est exactement ainsi que vous menez ce genre de bataille, c'est ainsi que vous vous engagez de cette manière, et cela devient un modèle sur lequel les opérations ultérieures de la guerre sont copiées et basées. Et chose intéressante, le commandant du Her Majesty's Ship Cossack à ce moment-là n'est pas Philippe Vian, qui était en charge lors de l'incident de l'Altmark. Elle est de retour sous le commandement de son commandant régulier, qui est Guy Sherbrooke, qui remportera une croix de Victoria plus tard pendant la Seconde Guerre mondiale pour sa défense d'un convoi. En gros, il utilise ses destroyers pour repousser plusieurs navires lourds allemands. Et quand je dis repousser, je veux dire qu'il leur fait peur à mort. C'est probablement une histoire que nous raconterons une autre fois. Oui. Kimberly s'est dirigé et a essayé de ramener Cossack dans des eaux plus profondes, mais malheureusement, la classe tribale était coincée et devrait attendre la prochaine marée haute. Pendant ce temps, des tireurs d'élite allemands ont engagé les marins sur les ponts de Cossack. Cossack s'est contenté de riposter aux tireurs d'élite ennemis avec des salves complètes de pom-pom, puis a trouvé de l'artillerie de camp allemande à cibler avec sa batterie principale. Je pense en effet qu'engager un tireur d'élite allemand avec un montage de pom-pom octuple est un peu excessif, mais je suppose que c'est probablement le plus petit canon qu'ils avaient. Ils ont également parfois utilisé des obus de 4,7 pouces pour certains des tireurs d'élite. Et je pense à un moment donné, donc il y a débat pour savoir si certains des marins de Cossack décident de faire une course à terre. Mais tout ce que nous savons, c'est que lorsqu'elle revient, elle a étrangement réussi à acquérir des pièces de voitures allemandes qui étaient censés provenir de véhicules que les troupes avaient avec eux. Je ne parle pas de pièces de voiture, je suis désolé, mon erreur, des pièces de vélo qu'elle avait prises, y compris une moto allemande entière et divers autres composants, et officiellement, les marins ne vont jamais à terre, officiellement donc. La question est, d'où sont-ils apparus ? Oui, je viens de me souvenir que ce sont les tribus qui ont des pompons quadruples, pas deux, mais pour être juste... Si tu es un tireur d'élite. Ouais, si quelqu'un te tire dessus avec 4 canons automatiques de 40 mm, je ne pense pas que tu vas remarquer la différence entre ça et 8. Tu ne vas pas commencer à te plaindre que c'est juste le quad, je vais rester ici jusqu'à ce que l'octuple s'ouvre. Tu vas vite te mettre à l'écart. Ce n'est pas amusant, ce n'est pas du cricket. Ainsi, les 4 derniers destroyers allemands avaient réussi à entrer dans le fjord de Rombach, mais parmi ceux-ci, Zenka et Arnim étaient maintenant complètement à court de munitions et partis. Étaient partis s'échouer, Tiela et Ludermann avaient cependant encore quelques munitions et attendaient, et les destroyers britanniques entrants ont été avertis par le Swordfish en orbite, et ainsi Eskimo et Forrester sont entrés avec tous les canons en action. Ludermann a tiré ses 4 dernières torpilles, l'une d'elles passant profondément sous l'étrave de Forrester, même pendant que Eskimo balayait ses canons arrière à travers le destroyer allemand. Les dernières armes opérationnelles sur le navire allemand sont maintenant tombées silencieuses, sans aucune capacité de réponse supplémentaire. Ludermann a suivi Zenka et Arnim afin de s'échouer. Thiele est resté sur place pour gagner du temps et a vu une opportunité. Eskimo avait bougé pour éviter les autres torpilles de Ludermann, mais en faisant cela, il avait presque foncé tête baissée dans le mur du fjord. Ralentissant jusqu'à un arrêt d'urgence, elle a fait une cible parfaite et Thiele a tiré ses propres torpilles, même alors qu'il était en train d'être réduit en morceaux par les tirs entrants. Pour une fois, l'une des torpilles allemandes a mal fonctionné de manière bénéfique pour la Kriegsmarine.
l'une d'entre elles courant à la surface et s'écrasant contre la proue de l'Esquimau, qui s'est immédiatement replié verticalement avec une tourelle. Légèrement irritée par ce tournant des événements, la tourelle B a décidé de continuer à tirer, tout comme les tourelles arrière, et lorsque la dernière torpille de l'Esquimau a manqué de peu, le capitaine de l'Esquimau, Micklethwaite, a inversé le cours et a avancé sur le tiel à reculons avec l'arrière-canon toujours en action. Tu sais, c'est juste, encore une fois, c'est juste ce que tu fais. Tu es à une fête. Tu ne quittes pas la fête juste parce que tu as perdu un membre. Tu continues à participer, tu continues à être l'âme de la fête et à t'assurer que tout le monde passe un moment formidablement bon. Des câbles lâches et une chaîne d'ancre suspendue à la proue se sont accrochés et ont finalement arraché ce qui restait de la proue qui était encore attachée au navire, et avec l'inondation supplémentaire, l'Esquimau a été contraint à contre-cœur de retourner vers Narvik, l'équipage renforçant les cloisons sous la tourelle B, tandis que le Héros et l'Icarus passaient pour finir le travail sur Teal. Teal était en feu et sur ses dernières jambes, le dernier acte de son capitaine mortellement blessé étant de l'échouer, son dernier stand ayant acheté assez de temps pour que les 3 autres navires se sabordent de manière ordonnée. Héros et Icarus ont trouvé Arnim et Zenka déjà renversés, mais les charges de démolition de Luderman n'avaient pas correctement explosé. Et donc, après une courte course des équipes d'abordage respectives, qui a été remportée par le bateau envoyé par Héros, les membres d'équipage britannique examinaient très rapidement le navire et pillaient joyeusement tout ce qui n'était pas physiquement boulonné. Puis Bedouin est arrivé pour gâcher le plaisir, transmettant des ordres selon lesquels tout ce qui flottait encore devait ne plus flotter le plus rapidement possible, et donc les équipes d'abordage ont dû partir avec le butin en remorque, et une torpille de Hero a fini le Luderman. Littéralement le butin en remorque, parce que apparemment l'une des choses encore une fois, il y a des comptes rendus différents quant à savoir si l'un d'entre eux a été pris, était l'un des véritables bateaux de destroyer. Donc, mais il y a un débat pour savoir s'il était en remorque ou si c'était une partie de celui-ci ou ces choses, parce que encore une fois, ils étaient assez touchés sur les ponts des destroyers allemands et ils commencent presque à présumer que les destroyers britanniques ont un radar de surface avant qu'ils n'aient un radar de surface. Et c'est l'une des choses intéressantes qui filtre réellement dans leurs opinions sur Chainhome et divers autres scénarios, parce qu'ils présumant que les Britanniques ont déjà les radars de surface sur ces navires, parce que c'est ainsi qu'ils visent l'exactitude qu'il manque. Le scénario plutôt évident que vous avez la plupart de ces équipages de canons dirigés par des chefs et des officiers subalternes qui sont dans le service depuis peut-être une vingtaine d'années, ont tiré des canons de destroyers pratiquement tous les jours de ces 20 années et ne sauraient pas où ils sont s'ils n'étaient pas très très bons dans ce qu'ils faisaient. Et c'est le scénario que vous avez, mais les Allemands présumant, comme ils le font souvent, qu'il doit y avoir une raison technique pour laquelle les Britanniques sont aussi précis et pourquoi les Britanniques n'ont pas peur de leurs plus gros navires. Et c'est quelque chose que Narvik, en fait, la première bataille de Narvik, plus que la seconde bataille de Narvik du point de vue britannique, renforce vraiment dans l'analyse allemande que les plus petits navires britanniques n'ont pas peur de leurs plus gros navires. Ils avaient investi beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour construire des destroyers qui étaient plus gros que les Britanniques, qui étaient censés les intimider. Ils étaient censés être plus. Ils étaient censés être essentiellement comme des croiseurs en tout, sauf de nom. Et les destroyers britanniques, les petits navires britanniques ne s'en souciaient pas. Ils ne se souciaient pas que vous, sur le papier, êtes censé être plus grand et meilleur que moi. Le Her Majesty's Ship Glowworm l'avait bien sûr montré de manière très dramatique, mais ce n'était pas seulement elle, c'était tous les destroyers qui l'avaient montré. Et de bien des façons, cela s'appuie sur l'héritage de la Première Guerre mondiale qui avait été développé pendant les années d'entre-deux-guerres. Les Britanniques avaient été très prudents pour ne pas perdre beaucoup de leurs capitaines de destroyers expérimentés de la Première Guerre mondiale. Ils ne s'en étaient pas débarrassés et n'avaient pas dit oh, nous devons préserver les capitaines de cuirassés ou les commandants de croiseurs. Ils avaient en fait beaucoup d'efforts pour préserver la force de Harwich et les commandants de destroyers de là et pour construire une culture au sein de la force de destroyers de la Marine royale d'agression contrôlée, mais aussi dans une certaine mesure presque un optimisme du genre je peux le faire, que peu importe ce que l'ennemi a, nous pouvons aller les affronter, nous irons les combattre. Nous ne sommes pas des chiffres, c'est quelque chose pour les autres à discuter.
C'est un peu cette phrase mythique de Sparte, nous ne nous soucions pas de combien ils sont, dites-nous simplement où ils sont. Eh bien, c'était en quelque sorte ce que les destroyers de la Royal Navy avaient presque été formés et inoculés dans une vision de nous ne nous soucions pas de leur taille, de leur puissance, de leur nombre. Dites-nous où ils sont. Nous trouverons le reste en chemin. Parce que plutôt que d'avoir un plan, vous avez un officier supérieur qui dit c'est votre objectif, allez l'atteindre. Et cela descend tout le long. Vous avez Warburton Lee, quand il meurt, l'officier supérieur suivant prend immédiatement le contrôle. Il n'y a pas de souci à ce sujet. Il n'y a pas de oh, vous savez cette chose, de vérification de nos horodatage ou ces choses. Non, vous êtes le prochain officier supérieur. Warburton Lee est parti. Commencez à envoyer des signaux. Vous êtes le chef de flottille par intérim. Et c'est ce qui se passe. C'est ainsi qu'ils doivent travailler. Et l'une des choses intéressantes à propos de Narvik, c'est qu'il a presque eu Vian aussi, ouais, parce que 3D aussi vite qu'il le pouvait pour se rapprocher de là, mais n'a pas réussi à y arriver. Donc il aurait pu y avoir un 5e tribal en plus. Mais il essayait de terminer l'opération qu'il était en train de faire pour pouvoir les rejoindre. Et bien sûr, sans cela, la chose vraiment intéressante pour les Allemands, c'est s'ils avaient réussi à faire des dégâts aux tribus là-bas, ils auraient en fait paralysé beaucoup des efforts britanniques en Norvège, parce que les destroyers tribaux, une fois que le véritable combat de surface a en quelque sorte fini, se retrouvent utilisés assez souvent pour des rôles de navires amiral pour l'armée, bien sûr. Vous savez, ils deviennent les quartiers généraux mobiles parce qu'ils ont de la place pour prendre les radios de l'armée ainsi que les radios de la marine et ils sont assez petits pour s'adapter aux rivages les plus proches que les croiseurs ne sont pas. Avec des sous-marins maintenant connus pour être dans la région et une contre-attaque de la Luftwaffe potentiellement en préparation malgré les protestations des Cosaques qui aimeraient en fait plutôt rester où ils étaient coincés et aimeraient en fait plutôt reprendre la ville, Whitworth a décidé que le travail qu'ils étaient venus faire était terminé car malheureusement la seule chose qu'ils n'avaient pas apporté était des troupes et donc à la place Warspite a emmené les plus petits destroyers et Punjabi plus bas dans le fjord, laissant Bedouin et Kimberley s'occuper d'Esquimaux et Cosaques avec Ivanhoe et Hostile qui étaient arrivés plus tard dans la journée pour aider. Sur leur chemin de sortie, U-25 a eu cette 4e chance qu'il attendait et a tiré encore plus de torpilles. Cette fois, ils ont tous refusé de détonner, donnant à U-25 une bonne charge de profondeur pour ses trolls. Alors que minuit approchait, le cuirassé et son escorte retournaient à nouveau pour aider les navires endommagés. Esquimaux sortant fièrement par l'arrière avec un peu d'aide de Bedouin, tandis que Cossack réussissait à se libérer à marée haute, choisissant également de reculer avec un peu d'aide de Forrester. Ivanhoe s'est arrêté le long du fjord pour récupérer les survivants du Her Majesty's Ship Hardy, qui avaient tout vu et les attendait, l'amiral Whitworth recommandant que des troupes soient envoyées sous la couverture des canons de Warspite pour occuper la ville. Mais rien ne ressort de cette proposition, qui est une autre grande hypothèse de la campagne norvégienne, les navires britanniques se dispersant progressivement pour d'autres tâches et réparations au cours des prochains jours. Au milieu de tous les débris, le U-51 a fait surface, ayant passé tout le combat en sécurité au fond du port, pour découvrir que le pétrolier Jan Velem était le seul navire de surface allemand encore à flot, ayant apparemment été oublié dans toute la confusion. Bien que Narvik soit périodiquement revisité par des navires alliés se livrant à des bombardements côtiers au cours desquels le destroyer polonais Grom serait touché et coulé par des avions de la Luftwaffe, l'essentiel des combats ici était terminé. Alors que les Britanniques avaient manqué une grande opportunité de reprendre Narvik, la moitié de toute la force de destroyers allemands avait été coulée, laissant la Kriegsmarine avec moins d'une douzaine de destroyers opérationnels et un stock gravement réduit de navires de ravitaillement. Cela poserait de sérieux problèmes pour le reste de la guerre car les pertes par attrition compenseraient les nouvelles constructions au point d'empêcher la Kriegsmarine de retrouver la capacité de déployer plusieurs flottilles de destroyers jamais encore au cours de la guerre. C'est vraiment un grand et si celui-là, mais aussi la chose intéressante est que les Marines à ce stade commencent à former une division et donc le gros problème pour Warburton, non pour Whitworth, ils sont tous des W. Pour Whitworth, c'est qu'il n'avait même pas les Marines à bord du Warspite. Il en avait assez pour le canon, mais normalement, il aurait pris un surplus de Marines à bord pour les opérations, mais ils n'avaient pas fait ça.
Ils essayaient de former les brigades, la brigade 101, la brigade 102, en quelque sorte la division des Royal Marines. S'il les avait eus à bord, il aurait probablement envoyé les Marines à terre pour sécuriser Narvik, ce qui aurait probablement forcé l'armée à se précipiter pour les renforcer, parce que les Marines ne pouvaient pas, parce que ce serait la Marine et la Navy Party qui auraient sécurisé la zone. B, il aurait probablement été soutenu par des troupes norvégiennes et des défenseurs qui se seraient également présentés. Donc, ils auraient probablement eu des troupes de l'armée qui arrivaient. Et cela aurait pu être très intéressant si Narvik avait été sécurisé dès le début, car l'impact sur la Norvège, eh bien, si vous avez réellement Karsten de Weert et sa force, qui est la force centrale de la Norvège, allant à Narvik plutôt qu'à Namsos, ils ont l'avantage d'avoir un chemin de fer. Oui, ça ne va pas, ça va en Suède, ça ne va pas là où ils veulent, mais ça aide à faire entrer des fournitures. Ça signifie que vous avez une infrastructure là-bas. Vous avez toutes sortes de choses pour faire entrer les fournitures et déplacer les fournitures. Donc, vous pourriez faire une sorte de force de blocage pour vendre la Norvège centrale et l'approvisionner en utilisant le chemin de fer et essayer de garder le chemin de fer en marche pour garder ses forces, pour bloquer les Allemands allant plus au nord et ensuite travailler au sud avec les Allemands combattant une guerre sur deux fronts, à la fois contre les troupes norvégiennes menant une action de guérilla et les troupes britanniques et éventuellement d'autres troupes alliées venant du sud avec les troupes norvégiennes du nord. Cela aurait été un scénario vraiment intéressant pour la Norvège et un scénario hypothétique pour la Seconde Guerre mondiale, car si vous pensez au déroulement de la Seconde Guerre mondiale, combien de choses auraient été différentes si la Norvège avait été sécurisée pour les Alliés? À quel point les convois arctiques ont été transformés de la version de la Seconde Guerre mondiale à une version similaire à celle de la Première Guerre mondiale. Oui, ils auraient encore eu à faire face à la menace des sous-marins, mais il n'y aurait pas eu la menace de surface avec laquelle ils auraient dû faire face. Il n'y aurait pas eu la menace aérienne avec laquelle ils auraient dû faire face. Tout cela aurait été bien plus loin. Oui, et pour être honnête, même si, pour une raison quelconque, ils n'avaient pas réussi à tenir la Norvège, Narvik leur aurait permis de la tenir plus longtemps, et étant donné à quel point l'invasion de la Norvège a été suivie de près par la bataille de France, si l'armée allemande et la Luftwaffe, et dans une certaine mesure la Kriegsmarine, sont encore engagés dans une campagne en Norvège, cela signifie probablement que la bataille de France est retardée, ce qui à son tour signifie que la France reste plus longtemps en guerre. Cela souligne toutes sortes d'effets d'entraînement intéressants. Et puis, il y avait la question de quand l'Italie rejoint-elle la guerre, car bien sûr, l'Italie n'a pas encore rejoint la guerre à ce stade. Et à bien des égards, Mussolini attend que Hitler ait l'air de gagner, et s'il a été en train de mener une action d'impasse en Norvège, il ne se bat pas en France. Et ne pas gagner en France, parce qu'encore une fois, s'il a du carburant, des matériaux principaux, tout monte en Norvège, que pouvez-vous faire en France? Et vous perdez beaucoup de troupes, beaucoup de choses vont dans le mauvais sens. Les troupes de Norvège sont effectivement retirées de mémoire pour aider dans la bataille de France, donc plus vous pouvez faire en Norvège, c'est vraiment un gros SI. Ouais. Donc l'amiral Whitworth, il retournerait à l'escadron de croiseurs de bataille avant de devenir finalement le deuxième seigneur de la mer, puis le chef de la base navale de Rosyth, ou Rosyth, l'un ou l'autre. Le capitaine Crutchley, comme nous l'avons appris la semaine dernière, atteindrait le rang de drapeau dans le Pacifique, travaillant très étroitement avec la marine royale australienne. Le capitaine Bay deviendrait chef d'une division de destroyers et plus tard en tant qu'amiral emmènerait le Scharnhorst dans son dernier voyage, donc il n'a pas eu beaucoup de chance. Les capitaines Warburton Lee et le commodore Bont recevraient tous deux des distinctions posthumes, la croix de Victoria et la croix de chevalier respectivement.